L'article 49, alinéa 3, on le sait, est progressivement devenu le porte-parole de toutes les critiques que l'on adresse à la Ve République. Un Parlement rationalisé à l'extrême, un exécutif superpuissant ou hyperpuissant face à ce Parlement. Cette disposition constitutionnelle, dans le cadre des débats qui ont eu lieu l'année passée, a catalysé une grande partie des critiques que l'on a émises à propos de la procédure budgétaire. On qualifie le recours à l'article 49 alinéa 3 généralement de déni de démocratie, de passage en force ou encore de tyrannie gouvernementale. Et l'année écoulée, sur laquelle on va revenir, illustre les controverses quant à l'utilisation de ce que certains appellent la grosse Bertha en matière budgétaire. L'article 49 alinéa 3, rappelons-le, n'avait plus été utilisé en matière budgétaire depuis 1992 et depuis le gouvernement Bérégovoy. L'année passée, au contraire, a démontré son utilisation fréquente dans cette matière, que ce soit à propos de la loi de finances pour 2023, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, la fameuse réforme des retraites. Depuis le 19 octobre 2022, date du premier recours à l'article 49 alinéa 3, le gouvernement Borne a eu recours à 11 reprises à cette disposition et exclusivement sur des textes financiers. Ce gouvernement, rappelons-le, est encore loin des records du gouvernement Rocard, qui a eu recours à 28 fois à l'article 49 alinéa 3. Mais la Première ministre a tout de même récupéré un record du nombre de motions de censure déposées, puisqu'elle en a récolté 14, et elle dépasse donc d'une motion de censure le gouvernement Barre, qui en avait obtenu 13, mais en 6 ans. Et on se souvient d'ailleurs de la dernière motion de censure, à laquelle il ne manquait que 9 voix pour provoquer la démission du gouvernement, ainsi que la non-adoption de la réforme des retraites. On serait donc aujourd'hui loin d'un fait majoritaire total, dans lequel l'exécutif peut s'appuyer sur une majorité, et une majorité stable. Traditionnellement, on considère que cette disposition constitutionnelle, cet article 49 alinéa 3, doit servir, et c'est les mots du comité Balladur, à faire adopter un texte par l'Assemblée nationale, soit en cas de majorité continuellement rétive, l'exemple du gouvernement Barre, soit en cas de majorité ponctuellement hostile à un texte, ce fut le cas par exemple sous le premier gouvernement Debré, soit en cas de majorité étroite et incertaine, comme sous le gouvernement Rocard. Cette disposition a également été mobilisée par certains gouvernements pour essayer de s'opposer et pour limiter l'obstruction des députés lors de l'examen d'un texte. L'utilisation de l'article 49 alinéa 3 aurait donc a priori toute sa place dans le cadre actuel, dès lors qu'elle permettrait au gouvernement Borne de pouvoir faire adopter un texte, et principalement un texte financier, et également de surmonter l'obstruction de certains députés, particulièrement des députés de la NUPES. Ce constat est d'autant plus vérifié que l'article 49 alinéa 3 a permis, l'année précédente, l'adoption de textes que l'on considère traditionnellement comme des textes fondamentaux, c'est-à-dire les textes adoptés en matière budgétaire. Sans le vote des crédits, aucune politique publique ne peut être mise en œuvre. Et d'ailleurs, la Première ministre, dans ses différentes interventions, justifiait le recours à l'article 49 alinéa 3 par un argument, la nécessité d'offrir un budget à la France. Dès lors que le budget est la traduction financière de la politique de la nation, il y aurait donc quelque chose de logique à ce que le gouvernement, sur le fondement de l'article 20 de la Constitution, utilise cet outil constitutionnel pour pouvoir mettre en œuvre la politique qu'il a préalablement définie. Rappelons également que cet article 49 alinéa 3 n'est soumis qu'à peu de conditions de mise en œuvre, et c'est un truisme de le dire. Pour le Conseil constitutionnel, les seules conditions de recours à l'article 49 alinéa 3 sont celles citées à l'article 49 alinéa 3. Il faut d'abord une délibération au Conseil des ministres avant la première utilisation, sans qu'une inscription à l'ordre du jour ne soit nécessaire pour utiliser l'article 49 alinéa 3. Ensuite, le recours à cet article peut intervenir dès l'ouverture de la discussion générale en séance et jusqu'au vote ou jusqu'avant le vote du dernier article du projet de loi qui est examiné. Une fois que le gouvernement a fait usage de l'article 49 alinéa 3, la discussion prend immédiatement fin et une motion ou plusieurs motions de censure peuvent être déposées dans les 24 heures
et un vote suivant les conditions de l'alinéa précédent est réalisé. Conditions de l'alinéa précédent, c'est-à-dire de l'article 49 alinéa 2, qui, on le sait, pose des conditions particulièrement restrictives pour les modalités de vote, puisque seuls les votes favorables à la motion sont comptabilisés et qu'il faut obtenir la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Dit autrement, une abstention est comptabilisée comme un soutien au gouvernement, à la différence de la procédure de l'article 49 alinéa 1er, sur laquelle on reviendra. L'année écoulée invite donc à se questionner sur l'utilisation et la légitimité de cet article pour la matière budgétaire. En quelque sorte, malgré toutes les critiques que l'on adresse à cet article, faudrait-il le conserver et faut-il le conserver dès lors qu'est en jeu l'adoption d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale? Ce lien intrinsèque entre la matière budgétaire et l'article 49 alinéa 3 avait été établi dès l'origine de la Constitution de 1958, en se fondant sur un argument temporel: il faut adopter un texte financier avant le 31 décembre de l'année. D'ailleurs, le Constituant de 2008, lorsqu'il a pris le soin d'encadrer le recours à l'article 49 alinéa 3, a laissé de côté la matière budgétaire, en considérant que dans cette matière, aucune restriction ne devait être apportée pour l'utilisation de cette disposition constitutionnelle. La pratique de l'utilisation de cet article 49 alinéa 3 par le gouvernement Borne soulève de nombreuses interrogations qui peuvent être traduites par deux questions qui seront les deux temps de cette intervention. La première question que soulève l'utilisation qu'a fait le gouvernement Borne de cet article, c'est de savoir si cette utilisation ou ces utilisations sont conformes à l'esprit des constituants. À l'esprit des constituants, donc du constituant originaire et du constituant de 2008. La seconde interrogation est de déterminer si le recours à cet article est aujourd'hui toujours légitime en matière budgétaire particulièrement. L'année écoulée et l'utilisation de cet article s'inscrit, on le verra d'abord, dans la pleine logique du constituant originaire, donc du constituant de 1958. En revanche, ce qui a été davantage questionné, tant devant le Conseil constitutionnel que par la doctrine, c'est le fait que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ait été sans influence sur les modalités de recours à l'article 49 alinéa 3, et en particulier la possibilité d'y recourir sur différentes parties d'un texte budgétaire, ce qui sera le second point de ce premier temps. Le procédé de l'article 49 alinéa 3, rappelons-le, n'est pas une invention de la Ve République. Cette disposition trouve sa source dans plusieurs projets qui ont été déposés à la fin de la IVe République, et particulièrement un projet de Félix Gaillard du 16 janvier 1958. Initialement, d'ailleurs, le projet de révision de la Constitution et de nouvelle Constitution de 1958 ne contenait pas l'article 49 alinéa 3. Cet article n'est apparu que très tardivement dans la discussion, puisqu'il est apparu seulement fin juillet. Et les débats concernant l'article 49 alinéa 3 furent parmi les débats les plus vifs et les plus longs, qui ont eu lieu tant au Conseil de cabinet, première étape de discussion, qu'au sein du Comité consultatif constitutionnel. On peut citer par exemple Paul Reynaud, qui était plutôt réfractaire, voire totalement réfractaire à l'introduction d'un article 49 alinéa 3, qui considérait cette disposition comme particulièrement dégradante pour le Parlement et qui, pour lui, portait en elle une problématique fondamentale, qu'un texte puisse être adopté sans que l'Assemblée ne se soit à aucun moment prononcée positivement sur l'adoption de ce texte. Il considérait ainsi que l'article 49 alinéa 3 allait limiter, voire supprimer la délibération parlementaire et qu'elle le remplacerait par un simple droit de veto des chambres. Et pour Paul Reynaud, c'est contraire à l'esprit du parlementarisme qui était censé guider la Constitution de 1958. A l'inverse, Michel Debré, qui a plutôt plaidé en faveur de l'article 49 alinéa 3, considérait que cette disposition était, et je cite, l'ultime sauvegarde du gouvernement et qu'elle devait être utilisée sur les textes que ce gouvernement considère comme essentiels pour la vie de la nation. Il posait une limite, c'est qu'un emploi fréquent de l'article 49 alinéa 3 serait de nature, et je cite, à réduire de manière caricaturale la fonction parlementaire.
Il renvoyait donc au bon sens du gouvernement pour limiter la pratique de cette disposition constitutionnelle. Et finalement, très peu de temps après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, le gouvernement Debré a eu l'occasion de recourir à cette disposition, dès 1959, en matière financière. Il utilisa cette disposition pour faire adopter le projet de loi de finances pour 1960 et une partie spécifique de ce projet de loi de finances, qui était le budget du ministère des Anciens Combattants, budget sur lequel la majorité des députés était opposée. Et donc, pour pouvoir faire adopter ce budget du ministère des Anciens Combattants, Michel Debré a eu recours à l'article 49, alinéa 3, en mettant en jeu sa démission. Dès 1960, on retrouve également une nouvelle utilisation de cet article, mais simplement pour s'opposer à une obstruction parlementaire. Ainsi, l'année écoulée s'inscrirait dans la logique de ce que Michel Debré a présenté lors du comité consultatif constitutionnel. Utiliser l'article 49, alinéa 3, pour adopter un texte que l'on juge essentiel à la vie de la nation. Et quoi de plus essentiel à la vie de la nation qu'une loi de finances initiale ou qu'une loi de financement de la sécurité sociale initiale. Et c'est pour ce motif, je rappelle, que le comité Balladur n'a pas souhaité restreindre son utilisation. Donc, a priori, une utilisation plutôt conforme à l'esprit du Constituant de 1958. On pourrait même aller plus loin en considérant que l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, peut avoir du bon pour le débat parlementaire. Et je mets du bon entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'en matière budgétaire, les délais fixés à l'article 47 et 47-1 de la Constitution limitent la durée du temps parlementaire. Limite la durée du temps parlementaire, 40 jours à l'Assemblée nationale pour le PLF, 20 jours pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, on peut considérer que face à une Assemblée nationale où il y a une obstruction parlementaire, l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, a le mérite de mettre fin à cette obstruction et de contraindre à l'adoption de la première partie du texte pour pouvoir entraîner la discussion de la seconde partie du texte. Et d'ailleurs, à propos de la réforme des retraites, on remarque que l'Assemblée nationale est arrivée simplement au vote du deuxième article de ce projet, alors que la première partie du texte s'arrêtait à l'article 6. Donc il n'y a pas eu de discussion sur la seconde partie de ce texte, et particulièrement sur l'article 7, qui était l'article qui modifiait l'âge de départ à la retraite. Si le gouvernement avait fait usage de l'article 49, alinéa 3, disons après 10 jours de discussion sur la première partie, on peut considérer que ça aurait eu le mérite de permettre à l'Assemblée nationale de discuter de la seconde partie de ce texte et particulièrement de la date de report de l'âge de départ à la retraite. Mais on y reviendra et je pense qu'Émilien en parlera également. L'utilisation de l'article 49 alinéa 3 en matière de réforme des retraites était discutable de la part du gouvernement, puisque le but, on le sait, n'était pas d'arriver à une discussion sur l'article 7 de cette réforme. Mais si on reprend factuellement ce qu'il s'est déroulé, l'utilisation par le gouvernement Borne s'inscrit plutôt dans la logique du Constituant de 1958. Elle s'inscrit d'ailleurs également, à mon sens, dans la logique du Constituant dérivé de 2008. Le Constituant dérivé de 2008, on l'a dit, a fait le choix de ne pas supprimer le recours à l'article 49, alinéa 3, en matière budgétaire. Tout le débat, en l'espèce, portait sur la dichotomie entre deux mots. La différence entre le mot texte, qui apparaissait avant 2008, et le mot projet, qui apparaît dorénavant après 2008. Pour résumer, avant 2008, l'utilisation du mot texte aurait justifié ou aurait permis qu'on utilise l'article 49 alinéa 3 que sur une partie du texte. Et d'ailleurs, ça avait été envisagé en 1958 d'utiliser l'article 49 alinéa 3 sur un amendement, voire sur un mot dans un article de loi. On voit toute la difficulté, donc, c'est de déterminer si la révision constitutionnelle de 2008, en remplaçant le mot texte par le mot projet, a empêché que le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 sur une seule partie du texte. Sachant qu'en matière budgétaire, on est face à une difficulté, c'est que la seconde partie d'un texte budgétaire ne peut être examinée qu'après le vote de la première partie,
faute de quoi l'ensemble du texte est déclaré contraire à la Constitution, comme l'avait considéré le Conseil constitutionnel en 1979. La révision constitutionnelle de 2008, elle proposait 2 modifications si l'on s'attarde sur le projet du gouvernement. La première modification, c'était que l'article 49, alinéa 3, ne peut être utilisé que sur un projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale. Deuxième modification, le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre texte par session. Donc le projet initial distinguait les projets de loi de finances des textes ordinaires. Et c'est simplement au cours de la discussion parlementaire que la première partie de l'article 49, la deuxième partie de l'article 49 alinéa 3 a été modifiée, puisqu'on a changé le mot texte pour les lois ordinaires par le mot projet ou proposition. Et les députés de la NUPES qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ainsi que certains collègues qui ont fait des portes étroites, soutenaient que ce changement de terme revenait à empêcher le gouvernement d'utiliser l'article 49 alinéa 3 sur une seule partie du texte financier, mais qu'il devait simplement pouvoir l'utiliser sur l'ensemble du texte et pas sur une de ses parties. Cette lecture ne me convainc pas. Elle ne me convainc pas pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le gouvernement lui-même qui a évoqué les projets de loi et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Or, le gouvernement, au regard de l'article 39 de la Constitution, ne pouvait pas utiliser le mot texte dès lors qu'il voulait distinguer les projets de loi et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale ne peut pas faire l'objet d'une proposition. Donc il aurait été étrange de parler de texte de loi de finances et de texte de loi de financement de la sécurité sociale, alors qu'il est seulement possible d'en faire des projets. Le second argument, c'est que les débats parlementaires qui sont cités par les députés de la NUPES n'évoquent que la seconde partie de l'article 49 alinéa 3. C'est-à-dire qu'ils n'évoquent que les lois ordinaires et pas les projets de loi de finances ou les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, à aucun moment les parlementaires ont considéré que le mot « projet » pour les lois de finances, lors de la discussion de 2008, revenait à empêcher son utilisation sur une seule partie du texte. Au demeurant, il eût été étrange pour le Conseil constitutionnel de considérer en 1979 qu'on puisse utiliser l'article 49 alinéa 3, puisque ça avait été fait en 1979, sur une seule partie du texte, et de déclarer, le cas échéant, la loi contraire à la Constitution, mais de ne plus l'admettre en 2022. Cette jurisprudence du Conseil et l'utilisation qui en a été faite par le gouvernement me semblent donc a priori plutôt conformes à l'esprit du Constituant de 2008. En revanche, ce qui peut questionner, c'est la légitimité actuelle des utilisations de l'article 49 alinéa 3. Pourquoi on peut questionner cette légitimité ? Pour 2 raisons. La première, c'est que l'article 49 alinéa 3 apparaît même en matière budgétaire comme une arme trop puissante, et surtout que l'utilisation qui en a été faite par le gouvernement Borne conduit à une rupture entre la logique du régime parlementaire et l'engagement de la responsabilité par l'article 49 alinéa 3. Tout d'abord, une arme trop puissante, pour quelle raison ? Tout simplement parce que l'article 49 alinéa 3 est, je l'ai dit, justifié pour permettre une certaine continuité de la vie financière de l'État. Or, les utilisations récentes illustrent le fait que ce n'est pas toujours le cas. Premier argument, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Sans empiéter sur ce qu'Émilien va nous dire à propos de l'article 47-1 de la Constitution, le recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale n'avait que 2 objectifs, limiter le temps de débat et permettre in fine le recours à l'article 49 alinéa 3, tout en gardant, par exemple pour une loi relative à l'immigration, la possibilité de recourir à cette disposition sur un autre texte. Or, est-ce que cette réforme des retraites était essentielle à la continuité de la vie financière de la nation ? Pas nécessairement, sinon elle aurait été placée dans la loi de financement initiale de la sécurité sociale. Surtout, cette réforme des retraites ne concernait qu'une petite partie du domaine obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale. On a donc utilisé l'article 49 alinéa 3, alors même qu'on n'était pas sur le domaine nucléaire
de ces lois budgétaires, mais qu'on était plutôt sur un domaine extérieur aux lois budgétaires. Pour cette première raison, on peut considérer que cette arme est trop puissante dans l'utilisation qui en a été faite. La deuxième raison est plutôt temporelle. Pourquoi, tout simplement, est-ce que le gouvernement Borne a soutenu que l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 permettait de doter la France d'un budget avant le 31 décembre? C'est ce qu'elle a considéré pour le vote de la première partie de la loi de finances. Mais si on prend le vote de la seconde partie de la loi de finances, elle utilise un autre argument qui est totalement différent. Elle considère que l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 est indispensable parce que les députés ont détricoté le projet de loi de finances et qu'ils ont entre autres accordé 15 milliards d'euros de crédit à la mission écologie, développement et mobilité durable. On n'est plus du tout donc sur une question temporelle, mais sur une question de fond. Or, en matière d'amendement et en matière de fond, le gouvernement aurait très bien pu recourir à l'article 44 alinéa 3, donc au vote bloqué, pour permettre de rédiger ou de ramener à la vie le projet de loi de finances du gouvernement. Enfin, dernier argument, c'est que la matière budgétaire et la procédure accélérée permet à un texte financier de continuer à vivre alors même qu'il n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Si l'article 49 alinéa 3 n'avait pas été utilisé, le texte aurait été au Sénat, comme pour la réforme des retraites. Le Sénat l'aurait discuté, l'aurait voté, il y aurait une commission mixte paritaire, et finalement, on aurait pu utiliser l'article 49 alinéa 3 en nouvelle lecture, ce qui aurait été beaucoup plus logique. Ça aurait permis un véritable débat parlementaire. Donc la question du temps en tant que tel est bien relative. Et enfin, dernier argument, le lien avec la procédure, plutôt avec le régime parlementaire, et j'en terminerai par là. Les armes du parlementarisme rationalisé ont un objectif, permettre à un gouvernement de contraindre sa majorité. Il faut donc qu'il y ait une majorité. Et c'est le cas typiquement en Allemagne. Le chancelier est élu par le Bundestag. Il a une majorité, il dispose ensuite d'armes comme la motion de défiance constructive. Or, dans le cas présent, le gouvernement Borne à aucun moment n'a engagé sa responsabilité dans le cadre de l'article 49 alinéa 1. Il n'y a donc pas eu de déclaration de politique générale et de vote sur cette déclaration. Il n'y a donc pas eu de majorité. Or, si la loi de finances est la traduction de cette politique, encore faut-il qu'il y ait une majorité qui soit capable de la soutenir. Et la Première ministre n'a eu recours qu'à l'article 50-1 qui permet de faire un discours, mais sans débat. Avec débat, mais sans vote. Ce qui n'a pas permis à une majorité de se dégager. Et c'est là où l'article 49 alinéa 3 dans les utilisations qui en ont été faites est très discutable, puisque ça revient finalement à justifier que c'est le projet du président de la République qui doit être imposé aux parlementaires, et non pas le projet d'une majorité parlementaire présenté par un gouvernement, qui doit être imposé parfois, pour la continuité de la vie de la nation, à une majorité qui pourrait être récalcitrante. Et dès lors que la question de confiance est devenue accessoire ou est devenue plutôt non obligatoire sous la Ve République, à mon sens, l'article 49 alinéa 3, même en matière budgétaire, n'a plus sa place. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur. Je voulais vous poser la question, vous aviez évoqué Michel Debré et le bon sens, et je me demandais en fait en matière budgétaire, le bon sens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est faire privilégier la célérité et donc l'efficacité de la procédure budgétaire, ou est-ce qu'au contraire c'est ménager un espace de discussion et laisser la place à l'équilibre entre le texte du gouvernement et la position des parlementaires sur la question? Une autre forme d'équilibre budgétaire. Alors, si on prend la position du Conseil constitutionnel, le bon sens, c'est de faire primer l'adoption d'une loi de finances. Puisque le Conseil constitutionnel, et ça a été rappelé ce matin, en matière budgétaire, est très frileux à considérer que la délibération parlementaire, que ce soit par la sincérité budgétaire, que ce soit par l'utilisation de différents outils qui viennent contraindre cette discussion, 47-1 plus article 49 alinéa 3, voire vote bloqué en même temps. Pour le Conseil constitutionnel, cela ne remet pas en cause la discussion parlementaire. Donc si on prend sa position, le bon sens, c'est de faire primer la nécessité d'avoir un texte budgétaire adopté avant le 31 décembre.
Si on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le bon sens est peut-être plutôt dans la discussion et dans une expression du consentement à l'impôt. En tout cas, moi, c'est ma position. Et j'ai tendance à considérer qu'en matière budgétaire, on accorde trop facilement la possibilité au gouvernement de mettre fin à la discussion, alors même, et c'est ce qu'on voit avec l'article 49 alinéa 3, si le gouvernement ne l'avait pas utilisé en première lecture à l'Assemblée nationale sur la loi de finances, ça n'aurait rien changé. Les députés auraient probablement voté non, mais le texte aurait été au Sénat, qui l'aurait discuté, qui l'aurait probablement voté en le modifiant, ce qui fait que, suivant la procédure accélérée, on aurait pu réunir une commission mixte paritaire. Et après la commission mixte paritaire, en cas de désaccord, il y a une nouvelle lecture, on recommence, ou en cas d'accord, le gouvernement reprend les amendements qu'il veut, il le met en lecture définitive, et là on peut considérer que l'article 49 alinéa 3 est justifié. Les arguments de la Première ministre, qui se fondent sur le temps, à mon avis, ne sont pas pertinents. Dès qu'on n'est pas sur une question de temps, on était plutôt sur une question politique. Elle ne voulait pas qu'il y ait une majorité de députés qui votent contre la première partie du texte, ou une majorité de députés qui votent contre la seconde partie du texte. Donc le bon sens, finalement, est une question de point de vue. Dernière question. Bondissant finalement sur les échanges, finalement, est-ce que un usage abusif de l'article 49 alinéa 3 suffit pour envisager que ces dispositions n'ont plus leur place dans la Constitution? Alors, je suis très partagé sur la place de l'article 49 alinéa 3 dans la Constitution. Je suis très partagé. J'aurais tendance à répondre de but en blanc que je considère que cet outil n'a pas sa place dans un régime parlementaire et qu'il n'est pas nécessaire dans ce régime parlementaire qui, sous la Ve République, on dispose déjà de suffisamment d'armes pour pouvoir faire en sorte que le Parlement se prononce avant une certaine date. Et si jamais le Parlement ne se prononce pas, rappelons que la LOLF prévoit elle-même des possibilités d'adoption d'une partie de la loi de finances, voire de l'adoption par ordonnance. Donc il y a certaines autres possibilités. En revanche, c'est vrai qu'il y a toujours un moment, et c'est peut-être d'ailleurs le gouvernement Valls qui l'illustre le mieux, où un gouvernement a engagé sa responsabilité. Suivant l'article 49 alinéa 1, il l'a fait 2 fois, Manuel Valls. Il a obtenu une majorité, mais en cours de discussion, certains frondeurs se sont opposés à sa politique, alors même qu'ils avaient voté pour cette politique lors du vote sur l'article 49 alinéa 1. Et dans cette hypothèse, on peut peut-être considérer que l'article 49 alinéa 3 aurait toujours sa place en matière budgétaire. De dire finalement aux parlementaires, vous avez voté la motion de confiance, vous avez accepté cette politique. Pour mettre en place cette politique, il faut nécessairement voter l'ouverture de crédit et des crédits suivants. Si jamais vous n'êtes plus d'accord, charge à vous de voter, dans le cadre de l'article 49 alinéa 3, une motion de censure et de mettre en place un nouveau gouvernement. Donc dans cette hypothèse, je considère que l'article 49 alinéa 3 peut conserver son utilité. Mais avec une majorité relative telle qu'on la connaît aujourd'hui, je suis beaucoup plus réservé et à mon sens, le gouvernement aurait dû, dans un régime parlementaire, rechercher une coalition, demander un vote de confiance, plutôt que de commencer directement en automne à engager sa responsabilité par le biais de l'article 49 alinéa 3, qui n'est pas du tout la même procédure de vote.